Merci beaucoup d'abord de m'avoir accueilli, merci de m'avoir invité, merci de cette présentation, mais la traduction marchait bien, donc vous avez dû me voir rougir et c'était trop de compliments et j'espère ne pas décevoir et que du coup après cette présentation formidable vous changiez d'opinion à la fin de la conférence. Je suis moi-même très honoré d'être là dans un programme avec des orateurs qui ont précédé et qui suivent, dont on connaît les travaux et que je rencontre pour la première fois et qui sont de très grande qualité. Et puis c'est la première fois de ma vie que je viens en Andorre et donc je suis très heureux de découvrir le soleil d'Andorre de cette manière-là. Mais on m'a expliqué que c'était tout à fait anormal et que c'était juste une manière de me faire revenir. Si j'étais invité à participer à ces universités d'été cette année, c'est dans la perspective de la présidence du Conseil de l'Europe par la Principauté d'Andorre, qui est, je crois, la première fois dans l'histoire d'Andorre, dans l'histoire du Conseil de l'Europe, et à un moment qui est important pour l'Europe et un moment important pour le Conseil de l'Europe. Et si je suis orateur aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance de participer pendant une année à une commission mise en place par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland, qui est également, comme vous le savez, aussi le président du comité qui attribue les prix Nobel de la paix. Donc c'est un des personnes qui a peut-être le plus d'influence, non seulement en Europe, mais dans le monde, et qui a souhaité réfléchir sur un sujet très simple, qui est comment peut-on vivre ensemble en Europe au XXIe siècle. Alors, quand je dis très simple, c'est de l'ironie, mais si cette commission a été mise sur pied, c'est la prise de conscience qu'il y avait un risque, qu'un certain nombre de valeurs qui, depuis plus d'un demi-siècle, fondent l'esprit européen, après les drames qu'a traversé l'Europe, il y avait un risque d'une perte de souffle, d'une perte de sens dans les différentes institutions européennes, dans les différents pays européens, parmi les différents peuples européens. Et donc on s'est retrouvé à une dizaine de personnalités, chacun venant d'un pays différent. Beaucoup d'entre nous avaient été d'anciens membres du gouvernement, ou d'anciens commissaires européens, ou d'anciens responsables de politique de droits de l'homme, ou d'anciens responsables de la société civile. C'était une commission assez formidable, qui a beaucoup travaillé pendant un an, qui était présidée par Joschka Fischer, l'ancien ministre des Affaires étrangères allemande, dans laquelle on trouvait Javier Solana, voisin d'un peu plus au sud Andorre, Emma Bonino, qui était à l'époque vice-présidente du Sénat, ancienne commissaire européen, une universitaire turque de talent, un grand journaliste anglais qui s'appelle Timothy Gorton Ash. Donc on était ce petit groupe qui ne nous prenions pas plus au sérieux que cela, mais qui prenait très au sérieux la tâche qui nous était confiée, c'est-à-dire d'entendre, d'écouter des représentants de la société civile, des représentants des minorités, des représentants des institutions européennes, et de débattre sur quel type de fil on pourrait essayer de retirer pour redonner un élan à ce qui a justifié les institutions européennes. Je vous recommande la lecture de ce rapport, qui est probablement un des rapports qui a fait le moins de bruit et qui a connu le moins d'écho, à peu près inversement proportionnel, je trouve, à l'aura de Joschka Fischer, de Javier Solana et de quelques autres, et probablement à l'intérêt du sujet. Alors, il y a un élément conjoncturel, il se trouve que ce rapport a été rendu public un jour où, en tout cas, en France, un homme politique sombrait à New York, ce qui a attiré les feux de l'actualité sur d'autres choses. Mais même indépendamment de cela, j'avais été très frappé
de voir, quand on discutait avec des journalistes de différents pays, que leur intérêt, et je nous en blâme et je ne les blâme pas, leur intérêt n'arrivait pas à être allumé par l'idée qu'un groupe un peu atypique, avec des expériences différentes, puisse essayer de refonder les valeurs européennes. Moi, j'en ai déduit simplement que ça montrait l'ampleur du malaise. Alors, l'ampleur du malaise. Vous avez rappelé que je fais plusieurs choses, quelquefois en même temps dans ma vie, dont souvent m'adresser à des auditoires, souvent des auditoires jeunes, et depuis malheureusement déjà un certain nombre d'années. Quand je faisais des conférences il y a 10 ou 15 ans, j'adorais faire des conférences sur les valeurs européennes, et je les présentais en disant « voilà ce que nous avons acquis depuis l'après-guerre et qui est irréversible ». Et j'étais convaincu de cela. Et convaincu qu'il y avait un mouvement, alors c'était peut-être par naïveté, qu'il y avait un mouvement qui était d'autant plus fort que les chocs qu'avait connus l'Europe jusqu'en 1945 avaient été eux-mêmes extrêmement forts, qui étaient d'autant plus solides que celles et ceux qui avaient posé les fondements des institutions, des conventions européennes étaient ceux-là même qui venaient des peuples qui s'étaient entre eux déchirés et qui avaient foulé la démocratie aux pieds, qui était d'autant plus fort que 40 ans après, à la fin des années 80, l'Europe occidentale avait eu l'attraction, la force, la capacité de pouvoir négocier, absorber, attirer les pays qui sortaient du communisme, que ça semblait, même si on pouvait y trouver des tas de difficultés techniques, organisationnelles, institutionnelles, économiques, sociales, financières, que malgré ces difficultés, ça n'allait pas à l'encontre d'un certain esprit européen qui était un esprit de progrès. Et maintenant, quand j'évoque les choses, je ne dis pas que tout va s'écrouler, mais il me semble qu'on ne peut pas faire autrement que reconnaître que tout ce qui nous semblait irréversible est devenu réversible. Et quand je dis cela, je vais jusqu'à penser, donc il y a 15 ans, j'aurais dit que la notion de démocratie dans les pays qui composent l'Europe était quelque chose d'irréversible, que la paix était quelque chose d'irréversible, que l'attachement à un système de protection sociale, même s'il pouvait être différent d'un pays à l'autre, était quelque chose d'irréversible, que la fusion des monnaies était quelque chose d'irréversible, que l'attachement à un certain nombre de valeurs était quelque chose d'irréversible, que la recherche de la prospérité était aussi quelque chose d'irréversible, même si c'est une notion certainement plus fluctuante. Aujourd'hui, je pense qu'on peut constater que tout cela est réversible. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, sans être catastrophiste, sans être absurde, sans être paranoïaque, on peut imaginer effectivement que on fasse des entorses à la démocratie qui soient parfaitement graves, qu'un certain nombre de valeurs essentielles de la démocratie puissent disparaître, que dans des grandes comme dans des petites démocraties qui composent l'Europe, des mouvements qui se réclament du fascisme explicitement ou implicitement puissent attirer des voix, puissent jouer un rôle dans le paysage politique, puissent être une charnière dont dépend le maintien ou non d'un gouvernement, autant de choses qui me semblaient appartenir au passé il y a quelque temps. Aujourd'hui, des discours qu'on peut tenir sur des minorités
quand vous changez un mot pour un autre, on l'a vu sur la question des Roms à travers l'Europe, la manière dont, y compris dans mon propre pays, mais parfois de manière encore plus forte dans un certain nombre de pays où les minorités roms sont plus importantes, la manière dont on les traite, dont on en parle, dont on les qualifie, dont on les discrimine, y compris à l'école, sont des choses qui n'ont strictement rien de différent dans leur nature de la manière dont on pouvait traiter un certain nombre de minorités, à commencer par les minorités juives dans les années 30. Avec quand on lit les journaux, quand on interroge les représentants de ces communautés, quand on regarde comment ça se passe dans les écoles, avec des quotas ethniques dans les écoles. Donc tout cela sur lequel on savait qu'il demeurait un certain nombre de problèmes, mais dont on pensait qu'au lieu de les aggraver, on allait les réduire. La crainte qu'il y a dans les pays d'Europe autour de l'islam est aussi une crainte qui prend des formes qui sont des formes incompatibles avec les valeurs sur lesquelles s'est fondée l'Europe. Avec des mécanismes d'assimilation, avec des mécanismes de discrimination, avec des mécanismes de peur, avec des mécanismes de stigmatisation, avec des angoisses d'invasion, de perte des valeurs, de perte des cultures, de soumission brutalement à une autre culture, d'assimilation entre une religion et une origine, entre une appartenance et les manifestations terroristes, etc. Toute une série d'assimilations qui nourrissent des phénomènes de rejet dont on ne peut plus considérer qu'ils sont transitoires, anecdotiques, mais qui deviennent quelque chose avec lequel les gouvernements sont pris au dépourvu et parfois complices. Notre rapport, notre commission s'est mise en place à un moment où trois chefs d'État de trois grands pays européens, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, à quelques semaines d'écart, ont prononcé l'acte de décès du multiculturalisme. C'était très impressionnant. À quelques semaines d'écart, chacun ont dit à propos de leur propre pays: le multiculturalisme est mort, était une mauvaise idée, un mauvais concept, nous devons y renoncer. Et cet acte de décès prononcé 3 fois dans 3 contextes voisins mais différents nous a semblé un élément absolument fondamental de réflexion, parce que nous ne pouvions ni partager une sorte d'attachement ou de respect pour le mot de multiculturalisme, qui est un mot compliqué, suffisamment ambigu pour qu'effectivement on puisse le rejeter, parce qu'il peut sous-entendre aussi des renoncements à la culture, mais encore moins supporter ce qu'il y avait d'implicite dans le renoncement au multiculturalisme, qui voulait dire simplement que la capacité d'intégration de l'Europe était considérée comme morte. Et donc nous sommes partis de là pour dire qu'effectivement, si le seul discours porté par des responsables politiques, parfois en mal de leadership, était d'annoncer le décès du multiculturalisme et d'en tirer les conséquences, les risques sur le projet et sur les valeurs européennes devenaient énormes, gigantesques, dangereuses. Petite parenthèse là-dessus, sur une des originalités de la construction européenne, dont le Conseil de l'Europe est un symbole très fort. L'Europe est composée de pays qui sont des vieilles démocraties comme des démocraties plus récentes, comme des pays qui ont connu la démocratie par éclipse. Et tous ces pays donc ont comme projet de partager un idéal démocratique.
c'est peut-être la seule expérience, je parle sous le contrôle peut-être de personnes plus éminentes que moi pour en dire, c'est peut-être la seule expérience de pays qui, au-delà des questions de partage de souveraineté qu'on trouve sur la monnaie, ont décidé de confier à une autorité, à des autorités, à des tribunaux supranationaux, le soin d'être les gardiens du respect des valeurs démocratiques. Et donc de se mettre sous le contrôle, par des conventions fortes, sous le contrôle d'institutions supranationales, pour vérifier qu'elles étaient bien fidèles aux valeurs démocratiques, comme si on avait anticipé que la démocratie pouvait être fragile si elle était menée dans un seul pays et que parfois le peuple a des difficultés avec son propre rapport aux démocraties et qu'il faut se mettre à l'abri d'un caprice, d'une difficulté, d'une angoisse du peuple en organisant une corde de rappel. L'une de ses plus belles cordes de rappel est la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour de justice et les institutions judiciaires du Conseil de l'Europe qui, par exemple, interdisent à un pays comme la France, qui, s'il lui venait à l'idée, pour gagner les élections, d'annoncer le rétablissement de la peine de mort, se mettrait automatiquement en dehors des conventions et se mettrait en position juridiquement faible, en position d'être condamné au regard des conventions qui désormais le dépassent et l'acceptation faite de se soumettre à un jugement, j'allais dire, d'un tribunal de la démocratie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait original, tout à fait essentiel, qui a été tout à fait puissant pendant des années pour marquer des progrès dans l'organisation démocratique, dans le partage des valeurs, parce qu'il y avait un moment où, j'allais dire, et je vais paraphraser exprès ce que disent les nationalistes qui disent « ton pays, tu l'aimes ou tu le quittes », là, ces institutions permettaient de dire « la démocratie, tu la respectes telle que la jurisprudence l'établit, ou effectivement tu t'en mets en dehors, et comme personne n'avait envie de s'en mettre en dehors, ça a une force d'intégration extrêmement forte. Notre système juridique français a été profondément modifié au cours de ces dernières décennies par les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, pour des choses qui sinon n'auraient jamais été bougées et qui ont apporté des garanties supplémentaires aux citoyens. Et on peut prendre dans beaucoup de pays, soit vieille tradition démocratique, soit jeune tradition démocratique, une influence extrêmement forte. Donc ce système est original, ce système est fort, ce système est intégrateur, ce système protège un pays contre ses propres démons, mais ce système n'est plus efficace si jamais le scepticisme vis-à-vis des valeurs démocratiques devient trop diffus dans l'ensemble qui le compose, puisque cette force intégratrice peut se perdre. Et donc il y a la limite, pas le droit qui peut aller à l'encontre d'autres forces. Il peut aider à accompagner un mouvement, il peut freiner des éruptions, mais il ne peut pas aller à l'encontre d'un mouvement de fond, bien évidemment. Et on le voit aujourd'hui sur les difficultés qu'a l'Union européenne vis-à-vis de ce qui se passe en Hongrie, vis-à-vis de ce que l'Union européenne a eu comme difficulté vis-à-vis de ce qui se passe en France, vis-à-vis de ce que peut faire le Conseil de l'Europe par rapport à un certain nombre de politiques pénitentiaires dans les pays du Conseil de l'Europe, etc., etc. On peut multiplier les exemples d'un moment où on a atteint les limites des objectifs, et je pense que derrière l'idée de faire travailler un groupe de personnalités sur refonder les valeurs européennes, il y avait aussi cette idée d'essayer de redonner
la force que doivent retrouver ces instruments, encore une fois, originaux, pouvant avoir une très grande puissance, nous mettant à l'abri de difficultés, mais ne pouvant être crédibles et efficaces que s'il y a une adhésion de valeur. Et cette adhésion de valeur, elle est effectivement aujourd'hui mise à mal, avec une mise à mal accélérée par les crises économiques, financières, sociales depuis quelques années, mais ce ne sont pas elles qui... Le malaise est plus ancien. Malaise plus ancien, dans ce paradoxe, j'étais en train d'expliquer, j'ai essayé de partager l'idée que, effectivement, on a essayé de construire une démocratie finalement à deux étages, avec ce qui se passe au niveau national et ce qu'on partage comme surveillance de la démocratie. Le paradoxe est, faisant cela, on a parfois utilisé des moyens qui étaient peu démocratiques, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire des choses sur lesquelles les peuples ne se sont pas prononcés ou ne se sont pas prononcés explicitement ou n'ont pas eu conscience qu'ils se prononçaient. Et du coup, ont eu l'impression, au contraire, que tout ce qui était supranational était quelque chose qui allait à l'encontre de leur identité, disions-nous tout à l'heure, mais aussi de leur démocratie. Tant et si bien que, comme vous le savez, au cours de ces dernières années, à chaque fois qu'on a essayé de valider ce processus européen par une consultation du peuple, la réponse a été, pour des raisons qui parfois peuvent être compliquées, liées à un contexte politique national, mais ont été grosso modo non à l'Europe. L'expérience que j'ai vécue en France, que nous avons vécue en France il y a 7 ans maintenant, en 2005, quand un traité, le traité européen, qui donnait plus de force à l'Europe, qui était la conséquence de l'intégration d'une partie des pays de l'Est, donc de l'élargissement, donc d'un mode de décision qui ne pouvait plus être adapté à un nombre de pays aussi grand, a été soumis au référendum, le traité de l'Union européenne, pourtant un traité qui avait été préparé par beaucoup de responsables politiques de droite et de gauche, plutôt populaires en France, etc., et qui s'est heurté à un mur. J'ai eu à cette époque-là une des expériences démocratiques les plus intéressantes de ma vie. J'étais donc président d'Emmaüs, qui était une grande, qui est toujours d'ailleurs une très grande association caritative, surtout en France, puisqu'elle a été fondée à France et qu'elle est très présente en France, et donc qui est une grande association qui en fédère 250 autres, accueillant des dizaines de milliers de personnes qui viennent de la rue, qui viennent de situations sociales particulièrement difficiles. Et quand j'ai entendu que les Français allaient être consultés par référendum sur l'Europe, je me suis dit, mais comme d'habitude, le débat ne va pas concerner les gens qui sont les plus en difficulté, parce qu'il va y avoir un débat politique sur quels sont les avantages que va trouver tel parti à soutenir le oui, quel autre à soutenir le non, au sein de tel parti, etc. Et donc, malheureusement, alors que l'Europe est un enjeu essentiel pour les gens les plus vulnérables, puisque l'Europe est quand même un concept de protection, ceux-là vont être en dehors de tout projet. Et donc j'ai répondu à un appel d'offres européen en disant, nous demandons un peu d'argent pour aller faire de la sensibilisation aux enjeux du traité européen dans les centres d'urgence, là où il y a les personnes à la rue, dans les communautés, là où il y a les personnes les plus en difficulté, dans les établissements d'insertion, non pas pour faire de la propagande, mais juste pour organiser des débats où on expliquerait le traité européen. Et pendant 3 mois, on a vécu quelque chose qui était absolument fantastique. Donc on avait embauché 3 juristes, en leur donnant comme cahier des charges, vous n'avez pas à dire si vous votez pour ou si vous votez contre, et d'ailleurs on ne vous demande pas en vous embauchant, on vous demande simplement d'être capable d'expliquer le traité à des gens qui ne sont pas à un niveau d'université de Master plus 2, mais qui sont à un niveau de rue plus 8. Et
comme ceux qui étaient à Master plus 2 ne comprenaient pas le traité, il y avait une sorte de principe d'égalité finalement. Et vous répondez à toutes leurs questions. Et on a eu 3 mois de débat. Alors, je me souviens, dans ma propre association, quand j'ai proposé cela, ça a provoqué des oppositions, des ricanements. J'ai failli être destitué pour 2 raisons. Un, on m'a dit, de toute façon, me disaient les militants, il faut voter non, donc c'est pas la peine de faire autre chose. Et 2, ils m'ont dit, ils ont besoin de pain, d'argent et de travail, ils n'ont pas besoin de réfléchir à cela. Et j'ai dit, on va voir. Et effectivement, les salles étaient combles. Les gens venaient avec le traité était gratuit, on pouvait s'acheter le traité, ils avaient corné des pages, ils posaient des questions. Les débats étaient enflammés. Il n'y avait pas une seule question sur le débat politique interne français, mais que des questions sur l'Europe, le traité, etc. Mais nous avons publié des études là-dessus, hein, je ne vous raconte pas un rêve que j'ai fait, je vous raconte une réalité que j'ai vécue. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les gens les plus... D'abord, il y a une soif parmi les gens les plus vulnérables de pouvoir avoir leur mot à dire. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. Quand je me suis occupé de monter des programmes pour les personnes qui ont les minima sociaux en France, j'ai commencé par faire des programmes expérimentaux dans les départements et j'ai mis comme condition que ces programmes expérimentaux soient d'abord soumis à un groupe de représentants de gens pauvres, vivant des minima sociaux. Et j'ai dit, les départements qui refuseraient de mettre en place cette consultation n'auraient pas le droit d'expérimenter. Les travailleurs sociaux ont essayé de s'y opposer en disant c'est des gens trop vulnérables, vous allez les déstabiliser, premièrement. Deuxièmement, comment déterminer celles et ceux qui seront représentatifs des autres? Troisièmement, ils n'auront jamais la capacité d'exprimer ce qu'ils veulent dire. Quatrièmement, ils n'auront jamais l'argent pour venir à vos réunions. Cinquièmement, ça ne les intéresse pas. Et alors on a balayé ces 5 arguments, en disant, par exemple, sur la représentativité, que je ne voyais pas en quoi ils seraient moins représentatifs que dans d'autres catégories où on arrive à organiser la représentativité. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait, et puis si on voulait tirer au sort, on la tirait au sort. C'est arrivé dans d'autres démocraties sans poser de problème. Quand on a balayé les 5 arguments, le 6e argument a été de dire c'est dangereux, ils vont être trop revendicatifs. Qui était un argument tout à fait sympathique, qui était en fait le vrai argument. Et cette trop grande revendicativité, pardon pour le néologisme andorran, ne peut être que effectivement un élément moteur pour le faire. Et donc le même type d'argument quand on propose à des gens qui vivent avec quelques centaines d'euros par mois de pouvoir se prononcer ou donner un avis ou débattre sur le traité européen. Et donc ces débats ont eu. À tel point que, à la fin, on a organisé une enquête avec un grand institut de sondage français pour savoir si les compagnons d'Emmaüs allaient voter oui ou non au référendum. Le oui passait à 51%. Alors, c'était important pour une chose, non pas pour la représentativité du sondage sur les 1000 compagnons d'Emmaüs qu'on a pu sonder, on fait les choses sérieusement, mais c'est important parce qu'au départ, on me disait, comme ils sont pauvres, 90% sont contre le traité. Et on s'est interrogé pour savoir pourquoi est-ce qu'ils allaient voter pour, alors que ce n'étaient pas spécialement des fans de M. Bolkestein ou des fans de la libre concurrence, cher à M. Monti qui était commissaire à l'époque, etc. Ce n'était pas pour cela. C'était parce que beaucoup d'entre eux avaient voyagé en Europe, beaucoup d'entre eux venaient d'autres pays, d'Afrique, du Maghreb, et avaient atterri en Europe, et même s'ils étaient en difficulté, avaient eu l'impression que l'Europe leur avait apporté quelque chose. Et donc beaucoup d'entre eux avaient un attachement, j'allais dire, à des valeurs que nous-mêmes nous avions oubliées ou que parfois nous gênaient. Et donc quand on discutait avec eux qualitativement, ils nous disaient, mais nous, voilà, pour nous, l'Europe, c'est la solidarité et l'accueil. Et donc, ce à quoi nous essayons de réfléchir, c'est de franchir une étape de plus
permet de conforter la solidarité et l'accueil, ou si ça le fragilise. Et leur oui majoritaire s'expliquait pour cela. De tout cela, j'en déduis qu'il ne faut jamais perdre de vue la solidarité et l'accueil de l'Europe alors qu'on est en train de la perdre, qu'on est en train de la perdre alors que on se trouve dans une situation où la plupart des pays européens font face à une démographie qui est une démographie qui les met en péril, et qu'ils savent pertinemment qu'ils ont besoin d'accueillir, et donc ils deviennent schizophrènes, à avoir envie d'accueillir. Moi j'ai vu ça dans les réunions de Conseil des ministres européens, où avant la réunion, certains ministres nous expliquaient en quoi ils allaient demander le plus de dérogations possibles pour accepter tous les diplômes du monde, en demandant toutes les dérogations aux règles que l'Europe a mis en place de reconnaissance mutuelle, en disant nous, il y a urgence à en accueillir le plus possible, de partout, etc. Et on fait comme si la Turquie était chez nous, et le Maghreb, et l'Afrique, et l'Asie, etc. Et puis ensuite, allant expliquer exactement l'inverse à leur opinion publique, qu'ils avaient comme seul souci de maîtriser les flux démographiques, etc., etc. Donc, une Europe qui a besoin d'accueillir, pour avoir besoin d'accueillir, elle a besoin d'être forte sur ses valeurs. Pour avoir besoin d'être forte sur ses valeurs, elle a besoin que ces valeurs soient partagées par toutes les catégories sociales, plutôt que de faire l'inverse. Plutôt que de faire l'inverse, c'est effectivement ce qu'on retrouve dans un domaine qui m'est particulièrement cher, qui est le domaine social, puisque dans ce qui caractérise l'Europe et les valeurs européennes, il y a l'idée de protection que j'évoquais tout à l'heure, et notamment de protection sociale, même si il n'y a pas une protection sociale européenne, mais si il y a bien une différence entre une entité géographique qu'est l'Europe et toute autre entité géographique au monde, c'est globalement son attachement et son niveau de protection sociale. Et y compris, au-delà du niveau de dépenses de protection sociale, les principes de protection sociale qui figurent dans la plupart des pays européens. Dans la plupart des pays européens, il existe un revenu minimum. Dans la plupart des pays européens, il existe une notion d'universalité d'accès aux soins. Dans la plupart des pays européens, il existe des systèmes de soutien aux familles. Dans quasi tous les pays européens, il y a cela, alors plus ou moins avancé, plus ou moins efficace, plus ou moins coûteux, etc. Mais globalement, ça fait partie des choses, c'est la raison pour laquelle je les qualifiais, je les faisais rentrer dans ce que me semblait appartenir aux acquis irréversibles de la construction européenne. Or, peu après cette expérience de cette commission Fischer, je me suis retrouvé dans une autre commission, qui était la commission Bachelet, du nom de l'ancienne présidente du Chili, qui, elle, a été chargée, après la crise, par l'ensemble des organisations onusiennes, de réfléchir à un concept de socle de protection sociale dans le monde. Pas parce qu'il y avait quelques personnes totalement, uniquement idéalistes qui se disaient qu'on allait faire une protection sociale mondiale d'un coup de baguette magique, mais parce que beaucoup d'économistes, après la crise qui a commencé aussi forte en 2008, considéraient que la protection sociale était un des moyens d'éviter la reproduction des crises. Parce qu'elle atténue les effets quand tout d'un coup il y a un effet économique majeur. On sait que le fait d'avoir une protection, une assurance chômage, etc., atténue les pertes de revenus de la population, ne fait pas chuter l'économie et donc contrarie la propagation de l'onde de choc d'une crise économique. Et donc les organisations onusiennes, l'ONU, l'OMS, l'Organisation internationale du travail, l'OMC, etc., il y a un bureau de tous les responsables de ces organisations-là, avaient dit on doit faire mettre des propositions sur la table des conférences internationales sur ce sujet-là. Et donc Michel Bachelet a été chargé de présider une commission. Donc là, je me suis retrouvé en situation là aussi assez curieuse. Nous étions 3-4 Européens, et puis il y avait une Indienne, un Chinois, un Africain du Sud, etc., quoi.
nouvelle néo-zélandaise. Et je me suis retrouvé à un moment où, d'un côté, l'Europe était en train de considérer que la protection sociale la menait à sa perte, et que c'était une lourdeur, etc. Alors que l'Amérique latine était en train de se construire un corpus autour de la protection sociale, que l'Afrique, bien évidemment, était demandeuse de protection sociale à condition que ça s'articule avec d'autres urgences qui sont particulièrement fortes en Afrique, et que, surtout, en Asie, dans ces pays à forte croissance, on prenait conscience que sans protection sociale, il y avait des risques considérables. Je me souviens d'être arrivé en Inde et d'avoir rendez-vous avec le ministre des Affaires sociales après avoir passé 3 jours dans les bidonvilles à Delhi, où je pensais que c'était un rendez-vous pour discuter pauvreté. Et la première chose qu'il me dit, c'est « Où en est le plan Alzheimer en France ?» Par politesse, je réponds 2 minutes, puis je dis « Monsieur le ministre, mais pourquoi vous intéressez-vous au plan Alzheimer en Inde ?» Et il me dit « Parce que nous avons 60 millions de personnes de plus de 80 ans, un pays qui fait un peu plus d'1 milliard d'habitants. » Et il me dit « Parce que ça devient un sujet que je ne peux pas négliger. » En Chine, la situation est encore plus extraordinaire, puisque l'avenir démographique de la Chine est très 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 particulier. La Chine est un pays qui pratique depuis 40 ans la politique de l'enfant unique, tout en connaissant l'augmentation de l'espérance de vie que connaît toute la planète. Il n'y a pas de système de retraite, ou quasi pas, en tout cas il n'en existait pas il y a 10 ans. Il y a une sorte de course de vitesse, disant tous les gains qui ont été faits au cours de ces dernières années ne vont pas être transmis à ce tiers de la population qui aura plus de 60 ans, parce qu'il n'y a aucun moyen de transmission. J'allais dire, comme nous avons, pendant les 30 glorieuses, eu une croissance forte qui se transmettait automatiquement aux personnes âgées. Et donc la mise en place des systèmes de retraite a été l'outil le plus puissant pour éradiquer la pauvreté ou pour réduire considérablement la pauvreté dans des démocraties comme la France. Et donc, on se retrouve avec une Europe qui est en train de se poser des questions sur est-ce que son attachement à la protection sociale est fort, pas fort, un handicap ou pas, à un moment où, au contraire, dans le reste du monde, avec des tas d'autres considérations qui viennent parfois interférer et compliquer mon propos, ou la réalité qui essaye de refléter mon propos, avec un appétit de protection sociale et surtout une prise de conscience que c'est une condition de survie pour ne pas reconnaître ou retomber dans une période où la création de richesse ne serait plus durable, dans une situation d'inégalité à travers le monde qui est tout à fait phénoménale. Quand on prend la Chine et l'Inde, il y a à la fois plus de milliardaires en Chine et en Inde qu'il y en a dans l'Europe et les États-Unis réunis, mais il y a à la fois plus de pauvres que dans toute l'Afrique. Donc des situations d'inégalité qui sont extrêmement fortes. Tout ça pour dire que nos valeurs européennes, elles n'ont rien de désuet, elles n'ont rien de démodé, elles n'ont rien qui nous tire vers le passé. Elles ont au contraire, qu'il s'agisse de valeurs qui concernent la démocratie comme celles qui concernent la protection sociale, elles ont au contraire une modernité tout à fait exceptionnelle. Non seulement elles ont une modernité exceptionnelle, mais au-delà des principes qui les guident, elles ont une utilité forte. Elles ont une utilité pour répondre aux enjeux démographiques, comme je l'évoquais tout à l'heure. Elles ont une utilité pour répondre à des enjeux de peuples qui veulent qu'on puisse reconnaître leur diversité, leurs différences, tout en ayant un projet commun, etc. Donc elles ont tout un... Il y a toute une actualité qui contraste avec la manière dont on pourrait s'aborder en quelques années, si on reste démuni face aux différentes crises qui nous affectent, et se réveiller à un moment donné
je ne sais pas si c'est traduisible en catalan, avec ce qu'on dit en France, la gueule de bois, se réveiller en s'apercevant qu'on a renoncé à des éléments qu'on a eu tant de douleur à pouvoir construire. Alors la question qui se pose dans les 2 dernières minutes pendant lesquelles j'ai le droit de parler, c'est du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour... quels sont les éléments qui permettent d'éviter ce sabordage et ce renoncement et ce sacrifice. Alors bien évidemment, l'un des éléments de réponse, c'est celui qui est le fil directeur de cette université, qui consiste à dire que l'éducation est un moyen essentiel pour cela, à condition que ce soit l'éducation pour tous et pas un système éducatif comme dans mon pays, qui est le meilleur du monde pour la moitié des élèves et le pire du monde pour l'autre moitié, à condition qu'on ne néglige pas dans l'éducation celles et ceux qui sont déjà sortis pour pouvoir leur donner accès et partager cela. Donc ça, c'est un élément important. Et moi, je suis convaincu que aussi, ce auquel je consacre actuellement ma vie professionnelle fait partie des éléments importants, c'est-à-dire que la possibilité de donner aux populations, jeunes notamment, mais pas simplement jeunes, de s'engager pour des projets communs, fait partie des choses essentielles. Comment les peuples, comment les despotes exerçaient leur pouvoir avant, c'est en ayant la capacité de mobiliser pour des guerres leur jeunesse. Comment les démocrates doivent pouvoir asseoir leur pouvoir démocratique, me semble-t-il, c'est en ayant la capacité d'engager et de mobiliser sa jeunesse et plus largement à définir des projets communs au service d'un idéal. En France, on a pris conscience de cela plus ou moins en recréant un service qu'on appelle le service civique, dont je m'occupe, dont j'étais à l'origine quand j'étais au gouvernement, qui est une manière de permettre à des jeunes de pouvoir s'engager jusqu'à une période de 1 an pour une cause d'intérêt général, en France ou en Europe ou à l'étranger, avec d'autres, auprès d'organisations non gouvernementales, auprès de collectivités territoriales, qui est un moment d'apprentissage de valeurs citoyennes et de valeurs civiques, et qui est un apprentissage de projets en commun, partagés, et d'essayer de concilier la part d'idéal qu'on peut avoir quand on est jeune et le principe de réalité qu'on apprend à respecter quand on grandit. Et donc plutôt que de dire quand on apprend le principe de réalité, du coup on doit renoncer à son idéal, de dire quand on apprend le principe de réalité, ça peut être une manière de pouvoir le mettre au service de son idéal, et c'est ça ce qu'on essaie de faire. On est quelques-uns en Europe, c'est assez intéressant parce qu'on y retrouve des intellectuels, des responsables politiques, il y a des gens comme Ulrich Beck, des gens comme Habermas, des gens comme Cohn-Bendit, pour en citer quelques-uns, qui considèrent que la manière dont on doit presque ressusciter, ou en tout cas entretenir la flamme des valeurs européennes, peut être de créer des formes d'engagement entre différentes jeunesses européennes pour qu'ils puissent ensemble, soit sur le sol européen, soit comme ça s'est fait aux États-Unis avec Peace Corps, cette initiative qui a permis à des tas de jeunes Américains d'aller dans différents pays. Alors avec des travers qu'on peut avoir de néocolonialisme, on peut trouver toute une série de travers, mais ce qui est intéressant dans la vie, c'est d'essayer de lutter contre les mauvais travers en ne s'empêchant pas d'agir. Donc qu'il y ait une sorte d'engagement citoyen européen qui puisse du coup être contagieux et puisse faire des gens, des militants des valeurs européennes à travers des actions concrètes qui peuvent être au passage de répondre aux difficultés d'intégration de telle ou telle population. En France, dans notre programme, on a introduit des jeunes Roms dans le service civique. Alors c'est des résultats extrêmement modestes parce que c'est des nombres faibles, mais on a obtenu exactement l'inverse de ce qu'on nous prédisait, c'est-à-dire que ça marche bien, c'est-à-dire que c'est un facteur d'intégration, et on est en train d'intégrer dans des écoles de travailleurs sociaux des jeunes Roms qui, notamment, il y a une cette semaine, 18 ans, un enfant de 3 ans vivant en caravane, qui va devenir travailleur social, aidé par ce passage par le service civique et par tout l'accompagnement qu'on a mis en place et qu'on essaye de démultiplier. Donc, je boucle ma boucle.
le temps imparti, j'espère, en essayant de partager avec vous cette idée que cette construction, après tout juridique, qu'a été le Conseil de l'Europe, les institutions européennes, dans des circonstances particulières pour préserver la paix, la démocratie et faire en sorte que ceci soit accompagné de prospérité, qui est en situation de réversibilité aujourd'hui parce que tout cela, on peut se retrouver dans 10 ans dans des conditions dans lesquelles on se lamentera sur la manière dont tout un pan de cela aura pu disparaître dans des conditions qui mettent en danger l'ensemble des peuples de l'Europe, que quand je dis réversible, ça ne veut pas dire que le pire est devant nous, ça veut dire simplement que si on n'y prend pas garde et si on ne réagit pas, on peut se retrouver aléatoirement avec cette situation négative. Et dans la situation, dans les éléments qui permettent de pouvoir renouer avec cela, il y a à la fois le fait que on complète les procédures démocratiques classiques par des consultations des gens qui sont les plus vulnérables et donc les plus réceptifs à des discours qui vont à l'encontre de ces valeurs et qu'il y a des méthodes pour cela, il y a des résultats formidables pour cela. Qu'ensuite, il y a aussi des procédures de médiation qu'on utilise finalement très peu pour résoudre des problèmes de conflits de valeurs qui empêchent de vivre ensemble. C'est un élément sur lequel on a beaucoup insisté dans le rapport. Que troisièmement, il y a une pédagogie à faire autour de ce qu'on a cru longtemps être des atouts pour l'ensemble de l'Europe et qu'on a tendance à considérer aujourd'hui comme des faiblesses, alors que le reste du monde, à condition que ça soit efficace, etc., va plutôt renouer avec ses inspirations, comme j'en donnais l'exemple pour le modèle social. Et enfin, que des formes d'engagement sont probablement à réinventer en temps de paix, à partager, et qu'elles peuvent avoir une force démultiplicatrice, pour essayer de faire des citoyens qui soient des citoyens complets. Un citoyen complet, c'est un citoyen qui respecte les lois, qui vote, qui a des droits, et qui également a, me semble-t-il, un engagement pour contribuer à la vitalité des valeurs démocratiques. Voilà les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous, en espérant ne pas avoir été décevant ni hors propos.